Le bruit des pales du rotor m'a toujours rappelé mon père. Ce matin-là, le ciel clair et frais au-dessus du Grand Canyon était presque réconfortant, presque. Debout près de la fenêtre de la salle des opérations, presse-papier à la main, je consultais le programme d'évacuation sanitaire aérienne de l'après-midi. Le central venait d'annoncer par radio une évacuation cardiaque en provenance de Marble Canyon. Nous étions déjà à bout de souffle. Un lundi typique. J'allais feuilleter la carte suivante quand j'ai entendu la porte claquer. Cassia Weston Blake, aboya-t-il en jetant un carnet de vol jaune sur mon bureau comme s'il était contaminé. Il nous faut quelqu'un qui a de la présence dans l'air, pas des reines du presse-papier. Je n'ai pas bronché, je l'ai simplement regardé, calme et maître de moi. J'avais appris depuis longtemps que les hommes comme Weston s'épanouissaient dans la réaction. Vous êtes resté trop longtemps derrière ce bureau, a-t-il poursuivi, arpentant les lieux comme sur un plateau de théâtre. Skyward a évolué. Nous avons besoin de personnes inspirantes, respectueuses ou de personnes qui ne portent pas de bottes usées aux réunions du personnel. J'ai jeté un coup d'œil à mes bottes éraflées, certes, mais propres. Usées par le travail sur le terrain, pas par paresse. Je n'ai pas pris la peine de me défendre. Alors, c'est quoi ça, ai-je demandé en tapotant le journal du bout de mon stylo. Une évaluation de performance? Ou quelque chose de plus théâtral? Il a souri de ce sourire de RP, de ceux qui ne lui parviennent jamais aux yeux. C'est une transition, effective immédiatement. Nous embauchons quelqu'un avec une expérience plus vaste. Vous avez joué un rôle fondamental, bien sûr, mais je fais avancer Skyward vers un nouveau chapitre en vie dans le précédent. Tu me vires, ai-je dit, sans poser de questions. Il hocha la tête, comme si je venais de confirmer sa thèse. Mon père était une légende, commençai-je, mais il m'interrompit. C'est maintenant. J'ai hoché la tête lentement, laissant la situation se calmer. Il a semblé surpris que je ne discute pas ou ne le supplie pas. Il ne voulait pas entendre parler des décennies que mon père, le capitaine Marius René, avait passé à construire Skyward d'un simple hélicoptère à la plus grande flotte de sauvetage aérien de l'État ni des 5 années que j'avais passées à réparer les erreurs de Weston en coulisses. Je me suis levé, j'ai dégrafé ma carte d'identité et je l'ai déposée délicatement sur le carnet de vol. Weston a cligné des yeux, comme s'il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi simple. Bonne chance avec l'optique, dis-je en le dépassant dans le couloir. L'ambulancière Tony leva les yeux de sa liste de contrôle. Son regard se posa sur ma poitrine sans badge et se figea. Cass, dis-je. Vraiment? Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais je lui adressai un léger sourire et continuai mon chemin. Extérieurement, j'étais calme, mais intérieurement, j'étais en feu. Ce que Weston ignorait et ne pouvait pas savoir, c'est que mon père avait laissé derrière lui bien plus que des histoires et des protocoles dépassés. Il y avait une lettre scellée, une clause de fiducie, datée du jour même. Tandis que le vent du canyon me fouettait les cheveux à l'extérieur du hangar, j'entendis à nouveau les lames lointaines, basses, régulières et je souris. Il venait de virer la mauvaise femme. La salle du personnel était vide, à l'exception du bourdonnement du distributeur et de l'odeur étouffée du café brûlé. J'étais assis dans le box d'angle, les coudes sur la table collante, les yeux fixés sur une photo épinglée au tableau en liège. Elle était vieille, les bords gondolés, les couleurs délavées, mais je la connaissais par cœur. Mon père se tenait droit devant le premier hélicoptère Skyward, les bras autour de son copilote, la veste de vol ouverte, un large sourire comme s'il avait le ciel pour lui tout seul. J'étais là ce jour-là, juste hors champ, à 8 ans, coiffé de sa vieille casquette d'aviateur et mâchant le bras d'une figurine en plastique. Il m'a laissé monter dans le cockpit une fois les vérifications terminées et m'a murmuré, « Sachez par cœur ce que vous dirigerez un jour. » Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste regardé la photo comme si elle allait me répondre. Il y a 5 ans, nous l'avons enterré avec tous les honneurs, l'équipage en uniforme, les rotors en vol stationnaire, les cendres répandues sur la gorge. Il avait des projets ambitieux, une unité d'entraînement en montagne, une couverture étendue des envois, du nouveau matériel de traumatologie. Weston est arrivé en retard à la cérémonie et est reparti tôt. J'aurais dû m'en douter. À l'époque, je pensais que rester signifiait honorer l'héritage de mon père, gravir les échelons, mériter chaque promotion, maintenir la stabilité de l'équipe. Tout cela comptait. Mais petit à petit, Weston a réduit ses effectifs. D'abord, ce fut le responsable marketing tape à accent grave l'œil de Phoenix. Puis les nouveaux uniformes élégants et modernes, sans aucun point d'attache pour les radios. Puis les coupes budgétaires.
Il a d'abord viré Fergus, notre pilote le plus expérimenté, pas très photogénique, a déclaré Weston. Puis Elise, du dispatching, trop négative, a-t-il affirmé, car elle avait signalé une douzaine d'infractions à la sécurité qu'il ne voulait pas signaler. Je suis resté parce que quelqu'un devait le faire. Quelqu'un devait se rappeler les fondements de cet endroit, l'intégrité plutôt que l'image, la sécurité plutôt que le style, la vie plutôt que les goûts. Je pensais pouvoir y remédier de l'intérieur, mais Weston n'était pas négligent, il était calculateur. Il a fait appel à des gens qui lui devaient des faveurs, il acquiesçait d'un signe de tête, même lorsqu'il réaffectait des fonds destinés à la formation de l'équipe à des contrats d'influenceurs. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de la première fois où j'avais eu l'occasion de nettoyer un hélicoptère après une évacuation dans le désert. J'avais 16 ans, et papa m'avait obligé à le faire avec une brosse à dents. Non pas parce que c'est sale, m'a-t-il dit, accroupi à côté de moi dans le hangar, mais parce qu'il faut respecter chaque boulon avant de pouvoir commander un vol. C'était le genre de leader qu'il était, calme, posé, n'ayant jamais besoin de crier pour se faire entendre. J'ouvris les yeux et observai la pièce vide. La nouvelle équipe n'était jamais venue ici, Weston avait désormais son propre salon, tout en verre et avec de l'eau fruitée raffinée. Je n'y avais pas mis les pieds. J'ai arraché la photo du mur et l'ai glissée dans ma veste. Mon père n'avait pas fondé cette entreprise pour les hashtags et les photos de héros. Il l'avait bâtie pour sauver des gens, pour protéger l'équipage, pour voler avec détermination. Et maintenant, il fallait la sauver, non seulement de Weston, mais aussi de la pourriture qu'il avait apportée derrière ce sourire. Je me suis levé et j'ai laissé la photo peser dans ma poche. Mes mains étaient fermes, ma poitrine calme. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui n'aurait jamais dû être cédé. Ce matin-là, pour mon 35e anniversaire, je me suis réveillé avant le lever du soleil, comme toujours. On ne perd pas ses vieilles habitudes juste après la trentaine. Je n'avais pas prévu de fêter ça depuis des années, depuis le décès de papa. Les anniversaires ont perdu de leur éclat après ça. Mais à 7h42 précise, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Cassia René, dit la voix douce et sèche. Voici Sabine Motte. J'étais la conseillère juridique de votre père. J'ai besoin que vous veniez aujourd'hui. J'ai marqué une pause. Est-ce à propos de... Il est temps, dit-elle. Apportez votre pièce d'identité. Son bureau n'avait pas changé, il sentait toujours le vieux papier et la lavande, les murs étaient tapissés de livres reliés en cuir que plus personne ne lisait. Sabine était exactement comme dans mes souvenirs, cheveux en chignon serré, veste impeccable, le regard perçant comme s'il pouvait déchiffrer les excuses. Elle ne sourit pas, juste un signe de tête vers la chaise en face de son bureau. Sur le bureau se trouvait un dossier en cuir, usé, scellé, familier. J'en ai eu le souffle coupé. J'avais déjà vu ce dossier, des années auparavant. Papa l'avait sorti du coffre et m'avait dit, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour quand tu seras prête. À l'époque, je pensais que c'était une assurance vie ou un testament. Je ne m'attendais pas à ça. Sabine le fit glisser sur le bureau. Selon les instructions de ton père, ce document devait être ouvert le jour de ton 35e anniversaire, pas la veille. J'ai hésité, puis j'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite 2 pages de l'écriture majuscule de papa au suivi de documents juridiques, puis de ces mots qui m'ont engourdi les doigts. Transfert d'action, 92% de propriété, Skyward Air Rescue Inc. Mes yeux étaient brouillés. La lettre était simple, sans fioriture, mais contenait tout ce dont j'avais besoin. Dès qu'ils ont essayé, ils ont percuté mon pare-feu de brevet. Ava m'a appelé cet après-midi-là, la voix basse mais enthousiaste. Sabine, a-t-elle dit, il panique. L'équipe de Singapour a essayé de modifier tout le système d'intégration, et le logiciel de KO l'a immédiatement signalé. Vos brevets sont sous clé, ils ne peuvent pas contourner cela. Bien, dis-je d'une voix calme. Laisse-les transpirer. Elle rit, et pendant un instant, elle se sentit comme au bon vieux temps. Édouard a passé la journée dans le bureau du directeur technique. Le service juridique fait des heures supplémentaires pour trouver une faille. Mais il n'y en a pas, ai-je simplement répondu. Il n'y en a pas. C'était la vérité. Henrik et moi avions réussi du premier coup, des brevets solides et sans faille, couvrant tous les angles. Sans mon consentement, Oceanianis ne pouvait légalement utiliser aucun de mes designs, et maintenant que j'étais parti, il n'avait plus ce consentement. Les appels ont commencé à arriver plus tard dans l'après-midi.
D'abord, un avocat subalterne du service juridique d'Oceanianis a tenté de paraître décontracté en me demandant si je voulais clarifier la situation concernant les brevets. Je lui ai conseillé de contacter Alan. Puis un autre appel du directeur technique lui-même, un homme anxieux nommé Marcus qui ne m'avait jamais adressé la parole directement depuis toutes ces années où j'y travaillais. Je l'ai également envoyé voir Alan. Je n'allais pas leur faciliter la tâche. Dès vendredi, la panique était palpable même à l'extérieur de l'entreprise. Un vieil ami comptable m'a dit que le projet de l'équipe de Singapour était voué à l'échec sans mes plans. Ils ne pourraient pas construire les systèmes de propulsion qui ont fait la renommée mondiale des yachts Oceanianis, et sans eux, leur calendrier de production serait anéanti. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Edouard directement, il était trop fier pour ça, ou peut-être trop en colère, mais Alan m'a transféré ses messages vocaux, tous plus désespérés les uns que les autres. La voix calme et répétée d'Edouard avait une intonation nouvelle, celle d'un homme qui se rend compte qu'il marche sur des sables mouvants. Sabine, commençait un message, ici Edouard. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Parlons comme des professionnels, nous pouvons arranger les choses. Non, je refusais de le laisser penser le contraire. Il n'y a pas eu de malentendu. Tu m'as écarté et tu pensais pouvoir garder ce que j'avais construit. Quelques jours plus tard, Ava m'a rappelé. Elle avait accepté un poste dans une petite agence de design, l'un de nos concurrents. Sa voix était plus légère, presque joyeuse. Il me traite bien, a-t-elle dit, mieux qu'Edouard ne l'a jamais fait. Je suis contente, ai-je dit. Tu le mérites. C'était une petite victoire de voir une personne que j'avais encadrée retrouver son équilibre. Cela m'a rappelé que l'avenir d'Oceanianis ne dépendait pas seulement de moi, il dépendait de ceux qui avaient à cœur de construire quelque chose qui vaille la peine d'être conservé. Ce week-end-là, j'ai passé un après-midi tranquille dans mon appartement à admirer le port. Le soleil brillait sur l'eau et je pouvais presque faire comme si tout était normal, mais mon téléphone vibrait sans cesse sur la table à côté de moi, rappelant la guerre dont j'avais commencé à douter. Lundi matin, les fissures s'étaient transformées en fractures majeures. L'action d'Oceanianis avait chuté de 9% et la production de sa nouvelle série de yachts était officiellement arrêtée. J'ai suivi les gros titres depuis le confort de mon appartement, chacun confirmant discrètement que j'avais fait le bon choix. Je n'avais toujours pas répondu aux appels d'Edouard. Son dernier message vocal durait près d'une minute, sa voix était saccadée et désespérée. Sabine, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je comprends que tu sois contrarié, mais tu mets toute l'entreprise en danger. Il avait tort. Je ne voulais pas détruire les Océaniens, je ne voulais tout simplement pas les laisser me détruire. Cet après-midi-là, le conseil d'administration l'a démis de ses fonctions. J'en ai entendu parler par Alan, qui semblait presque amusé. Edouard était parti, remplacé, au moins temporairement, par Sophia Henriksson, la fille du fondateur. Je n'avais pas vu Sophia depuis des années, depuis qu'elle avait abandonné les tâches quotidiennes pour se consacrer à ses propres projets. Elle ne tarda pas à me trouver. Elle m'appela directement, d'une voix calme et posée, si différente de celle d'Edouard. « Sabine, dit-elle, j'aimerais qu'on se retrouve dans un endroit plus calme. » J'ai choisi un petit café portuaire que j'appréciais, niché dans une rue latérale où la brise marine apportait toujours une pointe d'iode. Je suis arrivé tôt et me suis installé à une place donnant sur l'eau. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur de calme. Sophia est arrivée pile à l'heure, vêtue d'une simple robe bleu marine assortie à l'eau. Elle s'est approchée sans hésiter et s'est assise en face de moi. « Merci de m'avoir rencontré, dit-elle. »« Bien sûr, répondis-je. » Elle m'observa un instant, le regard perçant et pensif. « Je me suis renseigné sur tout, dit-elle. Je tiens d'abord à m'excuser pour ce qu'Edouard a fait et pour avoir laissé les choses aller aussi loin. Je n'ai pas réagi immédiatement. Je l'ai simplement observé, essayant de jauger la part de réalisme et la part de performance. Mais Sophia n'avait jamais été comme Edouard. C'était la fille d'Henrik, quelqu'un qui comprenait que bâtir une entreprise ne se résumait pas à des chiffres sur une feuille de calcul. « J'apprécie cela, dis-je finalement. » Elle hocha la tête en caressant le bord de sa tasse de café. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je ne suis pas là pour te trouver des excuses. Je veux arranger ça. » Je me suis penché en arrière, les bras croisés. « À quoi ça ressemble, à ton avis, de réparer ça ?» Elle prit une inspiration, l'air impassible. « On dirait que tu reviens à tes conditions, avec l'autorité et le respect que tu mérites. » Je n'ai rien dit, mais elle a continué d'une voix basse et assurée.
Nous avons perdu de vue ce qui fait la force d'Oceanianis, l'innovation et l'intégrité. Tu en étais le cœur, et nous avons laissé Edouard te licencier comme si tu n'étais qu'un simple poste budgétaire. C'était une erreur. Ses yeux croisèrent les miens. Je veux arranger les choses, non pas avec des titres vides de sens ou des solutions temporaires, mais avec une véritable autorité, un vrai pouvoir et une véritable protection pour le travail que vous avez accompli et pour ceux qui vous ont aidé à le faire. Quelque chose a changé en moi ou une petite fissure dans le mur que j'avais construit autour de moi ces dernières semaines. Je n'étais pas prêt à la laisser entrer complètement, mais j'étais prêt à l'écouter. Je ne suis pas ici pour détruire Oceanianis, dis-je doucement, mais je ne laisserai personne voler ce que j'ai construit, pas encore une fois. Elle hocha la tête, et nous restâmes assis en silence un moment, à regarder les bateaux dériver dans le port. Le soleil couchant se couchait, teintant l'eau de traînées dorées et rouges. Je vais demander à Alan de rédiger les conditions, ai-je finalement dit. On pourra en reparler quand on aura un sujet concret à examiner. Sophia sourit, le premier sourire sincère que je voyais depuis des semaines. J'aimerais bien. Alors qu'elle se levait pour partir, j'ai ressenti un frisson d'espoir juste assez pour me rappeler que ce n'était peut-être pas la fin. Peut-être le début de quelque chose de nouveau. Mais je n'étais pas assez naïve pour croire que ce serait facile. Je savais que l'enjeu était encore considérable, et si je retournais en Océanie, ce serait à mes conditions, et à celles de personne d'autre. Chef des opérations. J'ai brandi mon badge d'identification par-dessus la table. Elle a cligné des yeux comme si je plaisantais. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Aussi sûr que tu diriges cet endroit dans l'ombre depuis 2 ans. Ses lèvres tremblaient, mais elle hocha simplement la tête. D'accord, alors nettoyons. Et c'est ce que nous avons fait. Les RH ont suivi. J'ai mandaté un cabinet indépendant pour examiner toutes les plaintes des 18 derniers mois, fini les disparitions de dossiers, fini les réseaux de communication à voix basse. Chaque chef d'équipe a bénéficié de débriefings obligatoires, pas de type interne, mais sur le terrain, médiation des conflits, signes de fatigue sur le terrain, stratégie d'intervention tenant compte des traumatismes. Nous avons rétabli le programme de bien-être des équipages, allocation trimestrielle pour les thérapies, indemnité pour l'équipement, et nouveau financement des formations de remise à niveau. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, mais c'était ce dont nous avions besoin. Je passais chaque matinée à arpenter les hangars, à prendre un café avec les médecins de campagne, à participer aux exercices de vol, à m'asseoir en salle de repos sans ordre du jour. Les gens l'ont remarqué. Ils ne se sont pas extasiés, personne ne m'a fait la fête, mais le changement était réel. Les équipes au sol ont commencé à parler davantage pendant les réunions. Les répartiteurs sont restés tard sans qu'on leur ait demandé, non pas par obligation, mais par envie. Ça se sentait dans l'air. Un matin, je suis arrivé tôt et quelqu'un avait écrit un message sur le mur du hangar au marqueur effaçable à sec, elle n'a pas crié, elle s'est envolée. Personne n'a avoué l'avoir écrit, et je n'ai rien demandé. Au lieu de cela, j'ai souri, allumé les lumières et me suis remis au travail. 2 semaines après le départ de Weston, un journaliste du Northern Arizona Sentinel a sollicité une interview au pas un de ses articles d'influenceurs sur papier glacé que Weston avait l'habitude de chasser, mais un simple reportage communautaire. J'ai failli refuser, mais Sabine m'a rappelé, le silence laisse la place à quelqu'un d'autre pour écrire l'histoire. J'ai donc accepté, rien de sophistiqué, pas de lumière de studio ni de chaise de maquillage. Juste un moment tranquille au hangar de Skyward, avec en toile de fond le canyon et le léger cliquetis des outils au loin. La journaliste Janelle Hart n'a pas perdu de temps. Pourquoi maintenant, a-t-elle demandé. J'ai pris une inspiration. Parce que j'ai vu ce qu'est devenue cette entreprise, et ce n'est pas ce que mon père a bâti. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une stratégie de marque. Et maintenant? C'est à nouveau un sauvetage. Elle haussa les sourcils. Tu ne veux pas de crédit? Non, ai-je répondu clairement. Je veux que les hélicoptères décollent plus vite. Je veux que les médecins de campagne cessent de s'inquiéter des kits de gaz périmés et se remettent à sauver des vies. Cette phrase a fini par devenir le titre, pas de crédit, juste un vol, comment Skyward retrouve sa raison d'être. L'article a fait la une. À l'intérieur, on trouvait des statistiques compilées par Sabine, des citations du personnel de retour, des notes anonymes de médecins qui déclaraient « On se sent enfin à nouveau comme à Skyward ». Et puis, comme prévu, vinrent les suites, audit des dépenses de Weston, questions sur l'utilisation des subventions, photos de lui lors de galas de charité alors que les équipages étaient sans équipement d'hiver. Une tempête silencieuse se préparait, au pas de sirène,
juste des assignations à comparaître et des courriels RH discrets. On me demandait pourquoi je ne prononçais jamais son nom. La vérité? Je n'en avais pas besoin. L'héritage de Weston allait se défaire de lui-même, morceau par morceau, déclaration après déclaration. Il me fallait simplement poursuivre la mission. Lorsque le média m'a demandé de poursuivre, j'ai décliné. J'avais dit l'essentiel, le reste n'était que vent dans le canyon, bruit du rotor et Skyward avait des choses à faire. 1 an plus tard, la salle des opérations avait changé. On entendait encore le bourdonnement des parasites radio, les aboiements occasionnels du central, le murmure sourd des pilotes consultant les cartes météo, mais sous-jacent à tout cela, il y avait quelque chose qui n'existait plus depuis des années, des rires. Pas ceux que l'on force à exprimer sous l'œil vigilant des superviseurs, mais ceux, authentiques, de gens qui se font confiance et qui s'en soucient. Tony aboyait ses ordres de son ton sec habituel. Fergus tenait un café dans une main et une clé dynamométrique dans l'autre. Quelqu'un avait lancé un pari amical pour savoir qui gagnerait le plus de secondes sur le temps de préparation lors d'un exercice de week-end. Nous venions de clôturer notre saison la plus efficace de notre histoire, aucun envoi manqué, un taux de récupération de 97% et une refonte complète de nos systèmes avioniques obsolètes. Pas mal pour une entreprise que Weston avait autrefois tenté de vendre comme une marque de contenu adjacente au sauvetage. J'ai parcouru la piste en silence, comme papa le faisait autrefois. Les hélicoptères étaient alignés en parfaite formation sur le tarmac, pales immobiles, le soleil reflétant la nouvelle peinture. Nous avions même réussi à mettre en service 2 appareils modernisés grâce aux subventions fédérales renouvelées que nous avions failli perdre l'année dernière. De temps à autre, quelqu'un me saluait d'un signe de tête, un mécanicien, un médecin, un stagiaire essuyant un patin d'atterrissage. Je lui rendais mon salut. Pas besoin de discours. Près de la sortie du hangar, là où le soleil matinal frappait le mur juste à temps, se trouvait une photo encadrée, mon père debout devant le premier hélicoptère Skyward, souriant comme s'il avait déjà vu tout cela venir. Je m'y arrêtais tous les matins, aujourd'hui ne faisait pas exception. Je m'arrêtais une seconde et murmurais, « On a réussi, papa ». Puis je repris ma route. Dehors, un groupe de jeunes stagiaires était rassemblé autour d'un mannequin de sauvetage, riant en s'entraînant à attacher un harnais à une main. L'un d'eux leva les yeux, m'aperçut et se redressa instinctivement. J'ai levé la main. « Continue », dis-je. Ils se détendirent et se replongèrent dans l'exercice avec une concentration renouvelée. Je restai là un instant, à regarder les lames tournoyer dans le ciel doré de l'Arizona. Skyward avait traversé les tempêtes, le feu, la trahison. Maintenant, il s'élevait vers quelque chose de plus stable, le but, la discipline, la confiance. Alors qu'un nouvel hélicoptère s'élevait au lever du soleil, transportant un équipage novice et un vieil indicatif, j'ai réalisé une chose, ce n'était plus l'entreprise de mon père, c'était la mienne. Et je ne reconstruisais pas le passé, je volais vers l'avenir.